Merci d'abord de m'avoir invité à venir partager cette matinée avec vous. Alors on va se lancer pour essayer d'échanger quelques idées. Donc moi j'ai pris un peu ce thème. L'idée pour moi c'est surtout de partager des idées. Donc je vais vous donner des grands flashs comme ça et après d'échanger. Alors, j'ai d'autant plus envie de... je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai envie de partager avec vous, si ça marche. Voilà. Et d'où je pars pour cet échange. Alors, ça a été dit, je suis médecin généraliste installé juste à côté, dans un cabinet de groupe. Mon exercice, c'est un exercice de médecine libérale classique, dans un quartier Saint-Augustin, Mérignac, qui est plutôt un quartier bobo, avec des gens qui vont bien. Alors, même malgré, au milieu des bobos, il y a des appartements thérapeutiques, il y a des patients psychiatriques, il y a des gens qui sont fragiles. La fragilité et la vulnérabilité n'est pas qu'une question sociale. Bien sûr, elle est fortement impactée par le contexte social. Ensuite, je suis médecin des lits Halte Soins Santé, qui est un dispositif pour SDF, au sein du foyer l'AID pour les Bordelais, qui est le principal ou le grand centre historique d'hébergement d'urgence des SDF de Bordeaux. Après un parcours à Médecins du Monde de militants de terrain au sein de la Mission France, donc j'ai eu des responsabilités locales et au niveau national. Donc mon point de vue est le point de vue de quelqu'un de militant. Donc c'est pas neutre, la militance automatiquement, et on ne peut pas parler de ces sujets sans être militant. Et quand j'arrivais avec Nicolas tout à l'heure, j'ai envie d'être un militant qui revendique. Pas uniquement un militant qui témoigne de données qui existent et que vous connaissez tous parce qu'on nous en rabâche quasiment quotidiennement et annuellement des questions d'inégalité, d'injustice sociale, de gravité de l'évolution de nos systèmes de santé, etc. Donc je voudrais essayer de penser un petit peu autrement parce que je pense qu'il y a urgence à penser autrement. Et deuxième point extrêmement important, je pense que c'est les jeunes qui doivent amener les éléments de réponse des problématiques d'aujourd'hui. Si c'est que des vieux qui amènent des lectures de savoir, on est mal barré. Donc c'est à vous de vous bouger. Et je me dis quand même qu'au sein de l'ISPED, et si vous êtes tous en Master 1, Master 2, peut-être que dans vos têtes un peu agitées sortiront des projets un peu opérationnels qui donneront sens à cette idée que la santé est une question sociale majeure et une question politique majeure. Alors, pour avancer un petit peu, je pense qu'on ne peut pas aborder ces questions sans parler du contexte. Je suis désolé. Si on rentre déjà sur le terrain, on est mort. Ça fait 40 000 fois que les gens sortent des projets et que les choses s'aggravent. Donc, je pense qu'il faut regarder le contexte. Et le contexte, pour moi, c'est pas possible qu'on oublie que notre système de santé, les questions de l'accès aux santé, c'est une histoire de valeurs. Sans valeur, il n'y a pas de système de santé. Okay, et ça, faut le rappeler, parce que si à un moment on oublie que notre système est constitué de valeurs, on va toucher à ça, et puis le problème est résolu, ce n'est plus qu'un marché. Alors c'est une histoire de valeurs, mais c'est aussi, il faut le prendre en compte, un marché, et c'est aussi des questions d'inégalité. Donc la question des valeurs, moi je voudrais le rappuyer, le remettre, et la santé publique et l'épidémiologie ne s'opposent pas à la philosophie. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait besoin que les acteurs de santé publique, ou les médecins de demain, ou les professionnels de santé de demain, fassent un petit peu plus de philosophie. Donc je vous rappelle 4 éléments pour moi qui sont majeurs de notre système et qui font sa qualité. C'est qu'on paie selon ses moyens et qu'on bénéficie selon ses besoins. C'est idiot, mais c'est fondamental. Cette équité sociale est fondamentale. Le deuxième élément, c'est la question de la solvabilisation des dépenses de santé. Oui, nous avons un système qui nous permet à tous d'accéder aux soins, c'est-à-dire de soigner un petit bébé syrien, un petit enfant syrien qui a bénéficié d'une greffe de peau pendant 2 ans en France. Oui, nous avons un système qui nous permet de rentrer aux urgences sans avoir une carte bleue. C'est fondamental. Le troisième élément, c'est la non-discrimination. Chaque fois que j'ai des étudiants qui viennent à l'AID, les lits Halte Soins Santé, c'est quasiment, et le circuit d'hébergement d'urgence en France, c'est quasiment le dernier lieu où vous pouvez rentrer sans droit, sans papier, sans argent.
et on vous donne à manger, on vous nourrit, vous avez accès à travail social et vous avez accès à des professionnels de santé. Donc sans discrimination. Et après, c'est cette référence à un droit universel, c'est que la santé, c'est pas qu'une question française, ça fait référence à des valeurs universelles, des droits humains universels, qui me paraît être une chose qu'il faut fortement revendiquer. Le deuxième élément, bien sûr, c'est un marché. Et ça, où on regarde, nous, du côté du positionnement du militant, où on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'argent qui circule sur ce champ de la santé. Donc je vous le redonne, parce qu'on l'oublie fréquemment, c'est-à-dire c'est quand même 3 millions d'emplois en France. Et je vous rappelle que le marché de la santé au niveau mondial, c'est des données, alors vous savez, ces grands chiffres, ils peuvent être, on peut les critiquer. C'est la question de la croissance, c'est quand même une croissance à 2 chiffres. Donc c'est un marché majeur qui intéresse une multitude de personnes qui ont envie de faire de l'argent plus que du soin. Le troisième élément, c'est les inégalités. Alors moi j'ai marqué trop de données. Vous avez vu, le Secours 4 a sorti son rapport, Médecins du Monde le sort le 17. Oui, c'est clair, hein. Mieux vaut être riche et en pleine forme que pauvre et en mauvais état de santé. Alors j'essaie de vous donner un truc, ça c'est marrant, où ces chiffres ils sortent, ressortent, on en est saturé de ces chiffres. Le petit rapport, l'étude INCA 3 quand même, c'est génial moi des données comme ça. Plus vous avez un niveau d'études important, moins l'enfant est sédentaire. Plus vous êtes riche, plus vous mangez de fruits et de légumes. Et plus vous êtes riche, moins vous picolez et moins vous fumez. Donc en termes de santé publique, il n'y a pas plus de grande vérité. Et je me dis, et je trouve ça génial. Chaque fois, je veux faire tout ça pour nous dire ça. Oui, mangez plus de légumes, faites du sport, fumez pas et picolez moins. Et puis vous apercevez que ça touche le plus les populations les plus favorisées. Bon voilà, donc le contexte, il est difficile. Donc il faut repenser tout ça autrement, à mon avis. Et je vous propose 4, pour rentrer un peu dans les choses un peu plus précises, 4 axes. Le premier, c'est la question d'un marché juste des soins et de la santé. Alors ça paraît être un truc un peu fumeux, mais c'est quand même un moment, une question fondamentale qu'il va falloir qu'on se pose. Comment on fait de l'argent et comment on fait de l'argent équitable ? Beau sujet de philosophie. Alors je vous rappelle que MDM avait fait tout un combat il y a 2 ans sur la question de l'accès à l'hépatite C, au traitement de l'hépatite C. Il y a 3 points qui paraissent fondamentaux. Le premier, c'est les sources de financement de collectifs de la santé. C'est toute la question de la TVA sociale. En ce moment, vous savez on est en plein dans le débat sur l'optimisation fiscale, hein, donc c'est vraiment un sujet majeur. Comment on fait de l'argent collectif qui sert un projet collectif. Le deuxièmement, c'est la question de la régulation de l'économie de la santé. Et là, se pose une question, par exemple, pour nous, dans les hôpitaux, comment on accède à des dispositifs de soins, qu'est-ce qui régule l'accès à un dispositif de soins. Et ça, c'est une très belle question. La troisième, c'est l'exemption de frais ou la juste participation. Derrière ça, c'est la question du tiers payant généralisé. On le fait, on ne le fait pas, comment on le fait, à qui, vers qui on le fait. Je vous rappelle que par exemple, dans un centre d'hébergement d'urgence, s'est posée la question de la participation des usagers aux frais du dispositif. Vous touchez un RSA, vous participez peut-être à hauteur de 1 € à l'hébergement. Ça a fait l'objet d'énormes débats au sein parmi le foyer l'AID. Ça a été mis en place sur des montants mineurs. Essentiel, les gens viennent, ils sont très fiers de participer. Est-ce que la participation est quelque chose d'inéquitable ou quelque chose d'essentiel pour votre émancipation ? Je vous le mets comme ça, c'est tôt, hein, le matin, de vous parler de ce genre de choses, mais essayez de cogiter. Le deuxième truc, c'est la question de la politique publique. La politique d'objectif et d'impact. Pour moi, ça me paraît essentiel. Sur quoi on va juger qu'une politique de santé est efficace? Sur la mortalité totale, sur les mortalités évitées, sur la qualité de vie. J'étais il y a 2 jours à une thèse sur l'évaluation un petit peu du PAERPA et surtout de l'équipe mobile de gériatrie avec Jean-François Darty qui était là. Mais sur quels critères? La liberté,
mes choix de vie, moi je revendique que des gens puissent mourir à la rue. Je vous le dis comme ça brutalement, parce que peut-être parfois, dans leur cheminement, c'est la situation qui est la continuité de leur vie. C'est très dur ce que je suis en train de dire, mais après c'est comment on prend cette décision. Moi je suis satisfait qu'à l'AID, en ce moment on a un petit jeune qui était avec sa tuberculose au 5e étage des sous-sols de Saint-Christoli, qui a fait l'objet avec une tuberculose grave et qui est 29 ans, polytoxicomane, 10 ans de toxicomanie. Et ça va faire 1 an de travail de terrain du SAMU social, du CEID, pour le sortir 3 mois à l'hosto, où il a pourri la chambre du CHU, maintenant avec nous, cheminer avec lui sur sa vie. Il sera sûrement pas centenaire, hein, parce qu'il fume toujours. Pour faire un prélèvement, c'est lui qui se fait son prélèvement en intra-artériel, parce qu'il n'a plus de veine. Il sera sûrement pas centenaire. Comment on pourra définir la qualité de vie de ce jeune? Je sais pas, moi je trouve que notre société, tout le travail qui a été fait d'accompagnement avec lui, tout ce qu'on fait aujourd'hui pour l'accompagner dans son projet de vie, je suis pas satisfait de sa vie, mais c'est la sienne. Comment on va juger ça? Je sais pas. Bon, je vous le mets là comme ça, vous réfléchirez à la question. Le 3e élément qui me paraît moins majeur, c'est le patient. Et aujourd'hui, nos protocoles s'appliquent aux patients. Et on n'intègre pas du tout la position du patient, son ressenti et la notion d'immédiateté. Ça se traduit comment ça, ressenti immédiateté? C'est les urgences hospitalières. Vous pouvez lutter contre le ressenti de quelqu'un qui dit c'est urgent. 10% de croissance quasiment annuelle du passage aux urgences. SOS médecins à Bordeaux, j'étais avec Karl Moliac, c'est un des référents d'SOS, recherche 20 médecins sur la métropole. 20 médecins, ils ont une croissance mais infinie. Okay, donc comment on va lutter contre le ressenti et l'immédiateté du patient, avec sa prise en compte personnelle de sa culture, son histoire, ses particularités. 4e élément, à mon avis, où il faut repenser sérieusement l'affaire, c'est le parcours. Ça, vous avez dû l'entendre 40 000 fois. Avec ces 5 étapes, à mon avis, essentielles dans le parcours de soins. Le premier, c'est... alors moi, je ne parle plus de réduction des risques, mais de réduction des préjudices liés aux risques. C'est-à-dire, on va tous prendre des risques. Et l'enjeu, c'est pas de réduire les risques, parce que plus vous voulez réduire les risques, plus vous en prenez de l'autre côté. Plus vous voulez motiver les gens à se vacciner, plus vous avez un mouvement anti-vaccination. Donc la question n'est pas de savoir de réduire les risques. Vous prendrez des risques. C'est réduire les préjudices liés aux risques que vous allez prendre. Quand vous rentrerez légèrement alcoolisé d'une soirée étudiante, lorsque vous prendrez des risques sexuels, lorsque vous utiliserez des produits que vous avez déjà, pour la plupart, déjà utilisés, tout un ensemble de choses. Okay, donc c'est la réduction du préjudice et au risque. Comment on fait ça? Comment on accompagne ça? Le 2e élément, comment on fait du RPIB, du repérage précoce et de l'intervention brève, quotidiennement, régulièrement, par multiples entrées, pour dire à quelqu'un, vous prenez des risques et je vais vous accompagner, je vais essayer de vous proposer ou essayer de réduire ces risques. Le 3e élément, c'est comment on lui annonce une pathologie. Et on ne peut pas annoncer une pathologie à quelqu'un, quelle que soit sa pathologie, sans alliance. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire l'annonce sans l'alliance, sans le lien, sans la confiance, ça ne marche pas. Et particulièrement avec des populations précaires et fragiles et atypiques. Le 4e, c'est comment on fait pour traiter. Donc, qui dit traitement aujourd'hui, vu que la plupart des maladies sont des maladies chroniques qui vont durer sur des années, c'est la question, bien sûr, de l'alliance et de l'observance thérapeutique. Comment je vais accompagner une observance thérapeutique pour atteindre mon objectif thérapeutique de soins. Et le 5e, c'est la question du suivi et de l'accompagnement, parce qu'une maladie chronique dit qu'à un moment, il y aura des étapes, des ruptures, des effets secondaires, de la iatrogénie, des passages évolutifs de la pathologie, et particulièrement de la perte d'autonomie et la question de la mort. Donc, de toute façon, techniquement, et nous, les médecins de soins primaires, on intervient à ces 5 étapes. C'est pour ça que, et ça, c'est un truc qui m'agace, on dit le médecin généraliste est au cœur du sujet.
Le médecin généraliste, c'est pas du tout au cœur du sujet, c'est le patient qui est au cœur du sujet, qui pilote son parcours. Mais nous, on est aux 5 étapes. Donc on est un partenaire privilégié de ces 5 étapes, Ok. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière cette filière se pose la question du référencement. C'est-à-dire à chaque étape, comment j'utilise les dispositifs de mon territoire pour permettre la cohérence du parcours. Alors ça, pour moi, c'est un truc fondamental parce que c'est là où il faut être créatif. C'est là où il faut être créatif sur ce parcours. Alors on continue, le chemin. Alors la précarité. Alors la précarité, il y a Nicolas, il va vous en parler avec plein de données. Moi je vous dirais 3 trucs importants. D'abord les 2 premiers un peu généraux, c'est un concept multiforme. Ça veut dire être précaire. Bon, on peut le rentrer sur... moi j'aime bien cette notion de rupture de trajectoire, parce que on est précaire à partir du moment où on perd son emploi, on a un accident du travail, on a une séparation dans son couple, plein de choses comme ça. On est précaire pour des raisons économiques, c'est la question de la pauvreté, bien sûr, et on est précaire aussi parce qu'on est fragile, qui est un concept plutôt biomédical des gériatres. Vous êtes précaire parce que vous êtes vieux et que vous allez tomber dans vos escaliers, et ça, c'est pas terrible. Le deuxième élément, et ça, c'est pour ça que c'est un sujet intéressant, la précarité, en dehors de la vision conceptuelle, des idées qu'on veut défendre, d'une vision politique de l'homme et de la manière dont il vit dans la société, la précarité, c'est un super révélateur. C'est un super révélateur, surtout dans nos systèmes de santé, de nos paradoxes. C'est-à-dire on est capable de faire vivre quelqu'un, de laisser vivre quelqu'un dehors, mais il rentre à l'hosto, on va dépenser un pognon fou pour le soigner. Et après on le met dehors, mais ça ne s'arrête pas. On est capable de dire dehors les étrangers et les faire rentrer, leur faire un traitement total, même si on ne leur a pas expliqué pourquoi on les traitait. Ok ? Ça, je peux vous raconter 40 000 de situations comme ça sur les liens avec le sans santé. Donc, c'est un super révélateur de nos paradoxes, de nos ambivalences, de nos ambiguïtés. On est des grands humanistes et on est des grands salauds à la fois. Donc, l'incohérence du système, et en plus, on laisse ce truc perdurer, tranquillou, et sans problème. Le deuxième élément, c'est de nos défaillances, c'est-à-dire le patient précaire dans nos systèmes, font péter les systèmes, donc nous oblige à discuter. Et alors ça je vous le mets comme ça, le don contre don, c'est-à-dire, alors là, je suis un peu provoque, mais j'ai un peu le sentiment que dans notre société, finalement, le don, les pubs de MDM, de MSF, de tout ce cours 4, ça nous fait du bien. S'il n'y avait pas un petit pauvre de temps en temps pour nous ramener... faire un peu de défiscalisation fin d'année ou de dire finalement j'ai fait ma tâche, ça y est, c'est super. Et puis je peux partir à Bali à 70 € avec Ryanair. Bon voilà, le problème est résolu. J'ai consommé de la bonne estime de soi ou du don. Je suis un peu chaud là, mais vous voyez ce que je vous le fais rapide. Donc moi perso, je suis beaucoup plus intéressé par la notion de vulnérabilité. Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant que la précarité, beaucoup plus intéressant que la pauvreté, même si ce sont 2 enjeux de lutte fondamentaux. Et pour nous les médecins, pour les soignants, je pense que la notion de vulnérabilité est beaucoup plus intéressante. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on regarde quelqu'un qui est vulnérable, automatiquement, obligatoirement, on doit le regarder au regard de ses capacités. On n'est pas que des gens vulnérables. On est des gens avec des capacités. Un Rome a des capacités. Mon jeune patient de 29 ans qui a eu sa tuberculose à Saint-Christoli, qu'il a foutu à 3-4 autres SDF d'ailleurs, ne me garez plus votre voiture à Saint-Christoli. Non, il faut y aller en vélo d'abord. Donc le deuxième, ce patient a des capacités. Il a des capacités de choix, il a des capacités de penser, d'avoir son imaginaire en termes de santé. Donc on ne regarde pas uniquement les gens, on regarde de leurs faiblesses. Je vous ramène quelques éléments de définition de la vulnérabilité. C'est important. Difficulté de communication. Je vous disais, je suis le médecin des bobos de Saint-Augustin, mais aussi du foyer du phare où il y a beaucoup de jeunes handicapés avec des problèmes d'élocution, de surdité, voilà. Vous parlez pas bien, vous êtes sourd et muet, vous êtes mal soigné.
ok, vous parlez étranger, vous parlez pas français, vous êtes mal soigné, vous êtes un schizophrène et vous allez halluciner tout le temps, eh ben, vous n'êtes pas bien soigné. Donc la question de la communication est majeure. L'absence de droit, ben, c'est évident. Lorsque vous n'avez pas de droit, ben, vous êtes extrêmement vulnérable. Lorsque vous avez un habitat pathogène, hein, vous êtes particulièrement vulnérable. Mais si vous êtes dans votre petite caravane tranquillou, pépère, et c'est la vôtre, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous pouvez avoir une très belle maison dans Bordeaux. Les principaux problématiques de précarité énergétique, c'est les propriétaires pauvres de campagne. La question de la violence est majeure. Vous subissez des violences au travail, à l'école, en intrafamilial. Vous êtes vulnérable et vous êtes dépendant physiquement d'un produit, psychiquement, vous êtes vulnérable. Les éléments des capacités, spiritualité globalement, c'est-à-dire vous avez un rapport, que ce soit religieux ou non religieux, hein, laïque ou pas laïque, la question c'est la question de la spiritualité. Le deuxième élément, c'est que vous êtes la modération, vous picolez et vous modérez. Nous en ce moment, à l'idée, on a pas mal de gens qui picolent. Quand vous picolez, que vous rentrez bourré, mais vous mettez au lit, vous n'êtes pas chiant, c'est gérable. Vous rentrez, vous cassez tout, c'est beaucoup plus compliqué pour une institution. Vous êtes schizophrène, on peut accéder à un minimum de contrôle de votre déséquilibre psychique, c'est gérable. Et la capacité de lien d'empathie, c'est le pauvre vers qui vous voulez aller et le pauvre vers qui vous ne voulez pas aller. Et ça, c'est très bizarre, mais c'est des éléments importants de capacité. Voilà. Pour avancer, il me reste combien? 5 minutes? Allez, 10 minutes. Bon, je ralentis alors. Alors, j'ai mis innover. C'était un peu moi, mon idée, parce que je me dis quand même, ces mecs-là, ils vont faire des rapports, vous allez faire des mémoires. Donc, faites des mémoires originaux. Lâchez-vous. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à l'Hackathon Santé au WDMH d'IA? Je vois des têtes qui bougent. Je pense que c'est dans ces espaces-là qu'on va être créatif. Un peu ici, mais beaucoup là-bas. Okay, dans ces espaces où se rencontrent différents acteurs. Bon, pourquoi il faut innover, il faut y aller, il faut attaquer, il faut réfléchir autrement que en publiant que quand on est pauvre, eh ben, on est plus gros, on boit plus, machin, etc. C'est pas bon pour la santé. Alors je vous le rappelle, il faut y aller, il faut réfléchir pour des raisons politiques. Et la politique, c'est pas la politique politicienne, hein, c'est des idées, c'est des valeurs. Et je vous mets entre les trois trucs, hein, entre la fraternité, hein, vous savez, ce petit truc qui est dans notre devise républicaine, la solidarité active, pour repenser à certains qui avaient pensé dans un gouvernement passé ce terme important, et l'indifférence revendiquée, je m'en fous, ce qui se passe chez le voisin. Donc je pense que chacun peut se positionner à titre individuel de là où on veut mettre son curseur et le revendiquer. Le deuxième raison, je vais pas le rappeler ici, pour des raisons de santé publique. Je vous rappelle ma tuberculose du 5e étage de Saint-Christoli. Bah oui, pour tous, nous avons besoin, pour multiples raisons, que les gens précaires, fragiles, pauvres, exclus de la société, puissent accéder aux soins, pour des raisons purement égoïstes de gestion, mais aussi pour des questions d'objectifs de santé partagés. Et je le mets, parce que moi j'aime bien être sur différents champs, pour des raisons de marché. Oui, il y a un marché du médico-social aujourd'hui en France et à un niveau international qui est majeur parce que ces questions d'inégalité sociale sont transversales, mondiales. Et l'expertise française est extrêmement intéressante. Il faut considérer peut-être que ce que nous avons inventé dans le champ médico-social en France, qu'on considère comme une charge, est finalement une opportunité. Une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est vendable. Parce que les vieux, il y en aura partout. Les pauvres, avec Médecins du Monde, j'étais allé il y a 2 ans à Kinshasa voir les projets de MDM, Kinshasa, Goma et Kigali. Je veux dire, un enfant à la rue, une femme à la rue, elle est à Bordeaux comme à Kinshasa. Alors le contexte à Kinshasa est un petit peu différent, mais je suis désolé, quand vous êtes une femme enceinte à la rue à Bordeaux et que vous êtes avec vos mômes dans une bagnole, la problématique est la même. Et moi, quand je me suis retrouvé avec les travailleurs sociaux de Kinshasa, on n'était pas un Congolais avec un Français, on était 2 professionnels de la rue.
Et cette expertise française, elle est tout à fait intéressante au niveau international. Donc elle est tout à fait vendable. Il y a des professionnels, on a besoin de professionnels qui ont ces lectures globales. Ensuite, comment il faut le faire? Vous le sentez bien, il faut du volontarisme. Il faut avoir envie, il faut y aller. Faut sortir du caritatif, de la dénonciation, d'une sorte d'enfermement dans l'image, dans le don contre don, dans l'image qui fait pleurer. On va dans le dur parce qu'on a envie de défendre au regard d'une société qui nous paraît être de certaines valeurs sociales. La question, à mon avis, il faut y aller par l'interdisciplinarité, d'où le WDMH. Faut arrêter de rester entre nous. Faut arrêter. Faut croiser, faut prendre. Et quand je dis interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut y aller avec des gens qui sont différents. Faut pas y aller on pense tous ensemble la même chose. Il faut y aller dans la confrontation politique, d'opinion, de concept. J'ai bien aimé la réaction de Jean-François Dartig. Je vais le dénoncer parce que moi je disais il faut des approches qualitatives en termes méthodologiques. Il me dit oui, c'est intéressant. Mais oui, il faut des approches quantitatives, il faut travailler avec des philosophes aussi. Parce qu'il faut sortir de nos lectures biomédicales qui nous ont enfermés. Et nos logiques opérationnelles qui sont, à mon avis, qui n'ont pas du tout permis de résoudre le problème. Sur la méthodologie, moi, il y a plusieurs points qui me paraissent très très importants. C'est la question du recueil de données, bien sûr, mais très global. Les grandes données macro effacent les individualités, donc on se plante, on regarde pas bien. Et après, on produit de la donnée aux politiques qui ne sont pas fiables. Donc il faut faire sortir les particularités. La question du suivi longitudinal, moi, me paraît un truc majeur. On a fait des grandes avancées en médecine, qu'on a vu comment nos impacts d'intervention, quel était l'impact de nos interventions. Au niveau social, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On fait du transversal, de la coupe, mais on n'a jamais une lecture longitudinale. On est en train de faire un travail sur les femmes enceintes à la rue à Bordeaux. On a repris des femmes qui a été suivies par la RCP, qui a lieu d'ailleurs ce matin, pendant 3 ans, et on voit où elles sont aujourd'hui avec leurs enfants, comment elles ont saisi les opportunités des aides, comment elles l'ont construit dans leur grossesse et dans l'arrivée de l'enfant. On n'a pas ces données longitudinales. Et après, le troisième, c'est la recherche participative, c'est aux patients de fournir les données. Sans eux, pas de données. Okay. Et ça, moi je reviens sur le WDMH, c'est que je pense qu'il faut les utiliser dans la manière dont ils alimentent le data santé sur ces questions. Et là, il y a un truc à faire parce que si on ne les regarde pas uniquement comme des personnes vulnérables, on va jouer de leur capacité à alimenter la donnée. Okay, qui sera beaucoup plus pertinente que nos coupes et nos critères qui sont très réducteurs. Voilà, donc j'ai dit volontarisme, laïcité, santé, et alors après, qu'est-ce que j'avais marqué? Alors pourquoi, pour qui il faut le faire? Pour nous d'abord, on se fait plaisir, on le fait pour nous, on le fait pas dans le pathos, on le fait parce qu'on a envie de vivre, et on est heureux de vivre ensemble. Donc il faut le dire, le rappeler, ok? Et on le fait aussi pour d'autres, un petit peu quand même, qui sont les populations cibles ou prioritaires. Il faut arrêter d'être toujours dans le truc, on va tous souffrir, on va tous mourir. On fait des trucs, on va tous mourir, ça c'est sûr, mais on va peut-être le faire ensemble et puis on peut le faire de manière un peu positive. Alors je vous donne des petits éléments comme ça, je vais faire un peu ma pub. Vous connaissez Soépidémio? Bon, voilà. Ok, je me doutais, je me suis dit, tiens, donc... c'est pas mal. Allez voir ce petit blog extrêmement intéressant. C'est une mine de données. Donc, je vous conseille fortement d'aller. S'il n'y a qu'un truc que vous retenez, vous allez voir ça. Je vais faire de la pub. Bon, bien sûr, le cne.gouv. Bon, je vous ai mis deux canaux parce que moi, je suis un fan des réseaux sociaux. Donc, j'adore faire circuler des trucs. On a fait un petit bouquin avec des copains qui s'appelle La santé, chez la pub aussi, vous pouvez l'acheter chez Mola, pas cher, pas chez Amazon, hein, surtout. Amazon, c'est non. Mola, oui. Donc, la santé des populations vulnérables. On a essayé de faire un petit regroupis de concepts et d'idées. L'idée, c'est de commencer à créer un corpus. Bon, vous avez innové contre les inégalités de santé.
Et après, je remets un petit point, ça c'est là un appel à la pub, une communauté bordelaise. Il faut sûrement que les Bordelais, dans la différence, dans la transversalité, dans l'originalité, fassent un petit groupe de gens qui ont envie de cogiter et de créer d'agir et de réfléchir. Voilà.